Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que le niveau sonore vous convient? Est-ce que vous voudriez que je parle plus fort? C'est la question habituelle avant de commencer la conférence. C'est bon? Ok. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui à nos conférences du lundi organisées par le Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg. On est le 3 novembre aujourd'hui. Ce week-end, c'était Halloween. Voilà, donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont allés faire le tour du quartier pour chercher des bonbons. Mais peut-être aussi que vous êtes restés à la maison et que vous êtes plutôt restés regarder un film d'horreur au calme. Je ne sais pas. Halloween, c'est aussi le titre d'un des premiers films réalisés par John Carpenter en 1978, alors qu'il avait même pas encore 30 ans. Et c'était le début d'une longue carrière de scénariste, réalisateur, compositeur aussi, qui a bien marqué l'histoire du cinéma d'horreur. Alors à cette occasion, et pour faire un petit retour sur sa carrière, on reçoit aujourd'hui Nathalie Bittinger, qui est maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'Université de Strasbourg. Donc l'occasion de revenir un peu sur cette longue carrière de John Carpenter, qui n'est pas finie d'ailleurs. Et aussi pour faire, c'est à l'occasion aussi de la sortie du livre, ça fait 1 an maintenant, sur John Carpenter, American Horror Stories, qui est sorti en novembre 2024 et qui a été écrit par Nathalie Bittinger. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et bonne conférence. Alors merci beaucoup Margot, j'aime beaucoup venir au Jardin des Sciences, je vous remercie tous d'être là et j'espère donc que nous allons pouvoir passer un agréable moment en compagnie de John Carpenter. Donc John Carpenter, c'est un totem du cinéma américain. Mon précédent ouvrage, Il était une fois l'Amérique à l'écran, j'avais balayé 100 ans de cinéma et juste après je me suis dit, j'avais revu plein de films, j'ai envie de travailler sur qui? Et c'est Carpenter qui m'a semblé être une borne incontournable et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Surtout dire qu'il ne faut pas le restreindre au maître de l'horreur. Il l'a été, il a livré des très grands films qui ont fait date, qui ont posé des codes qui ensuite ont été parodiés à foison. C'est le cas d'Halloween en 78. Il y a eu d'inimitables... il y a eu tellement de copieurs que voilà, c'est une borne de l'histoire du cinéma. Mais il a une carrière et une filmographie beaucoup plus éclectique et riche qu'on pourrait le croire à première vue. Alors, je peux également dire qu'il est incontournable parce qu'il est à la croisée des chemins. Il a un pied dans les années 70, la contre-culture, là où des œuvres beaucoup plus subversives vont venir proposer une contre-histoire de la société américaine, de son histoire, et les cinéastes engagés dans ces mouvements, dans les mouvements sociaux, les luttes pour les droits des minorités, vont commencer à mettre sur les écrans des sujets jusqu'alors tabous. Et alors, ce qu'on sait aujourd'hui, mais qu'on ne savait pas à l'époque, c'est qu'il y a une très très grande richesse du cinéma dit de série B, avec très peu de moyens. Et c'est là-dedans que John Carpenter va commencer. Mais c'est aussi le cas de ses collègues des années 70. Wes Craven, qui nous a fait un Freddy Krueger dans Les Griffes de la Nuit, ou plus récemment dans les milieu des années 90, Scream. Il y a également George A. Romero, qui, avec La Nuit des Morts Vivants, va être en plein dans les tensions de la contre-culture et va renouveler l'esthétique en intégrant un côté reportage brut, image sur le vif. Et donc, avec ces cinéastes, on pourrait aussi penser à David Cronenberg, mais également à Tobe Hooper, qui en 74, avec Massacre à la tronçonneuse, va nous peindre une Amérique délétère, vraiment le fin fond des États-Unis, qui va laisser rejaillir ses cadavres enfouis et une sauvagerie immémoriale. Donc là où je veux en venir, c'est que le cinéma d'horreur des années 70 est extrêmement vivace et va jeter une loupe sur toutes les tensions de l'Amérique. Et c'est si dans les années 70 c'est considéré comme un cinéma bis, de série B, d'exploitation, que ce n'est pas du tout reconnu par la culture instituée, depuis, grâce à ces grands noms du cinéma d'horreur, on voit bien que l'horreur permet de radiographier les non-dits d'une société, sa violence rentrée,
ou des inégalités sociales, etc. Et c'est à ce titre que Carpenter est un totem, donc un pied dans les années 70, et également il va lancer énormément de tendances des années 80, 90. Il va être à la fois anachronique et visionnaire. Par ailleurs, c'est un formidable metteur en scène. Il y a un art du cadrage au cordeau, il y a de l'entraveling qui vont, dans un format d'écran large, observer les moindres recoins de ce qui se cache dans la banlieue, par exemple, ou dans les ghettos de Los Angeles. Bref, c'est un cinéaste hors pair qui a exploré les peurs universelles sous toutes leurs facettes. Donc c'est vrai que c'est hyper sympa pour moi, 3 jours après Halloween, même si c'est une fête qui a été importée des États-Unis, c'est pas d'abord dans notre culture, mais j'imagine que tous vos petits-enfants, ça y est, sont tombés dedans et voilà, aiment se déguiser. Et c'est vrai que Halloween reste un incontournable du film que l'on peut regarder ce 31 octobre pour fêter les morts. Et donc, on va un peu reparler de tout ça. Je n'ai pas encore parlé de la musique, mais la vapeur Carpenter continue à bouillonner puisque s'il a arrêté le cinéma, il continue à réaliser des bandes originales de certains films, par exemple les Halloween de David Gordon Green. Donc c'est la suite, parce que Halloween est devenu une franchise en 2019, 2020, 2021. C'est Carpenter qui va signer la musique, même si ce n'est pas lui qui réalise les suites de son chef-d'œuvre de 78. Et il va également être très actif dans la création musicale, puisque vous pouvez écouter ses Lost Team. Et donc voilà ce à quoi il s'adonne en ce moment avec son fils et son neveu. Mais il s'occupe aussi à faire fructifier son héritage qui est très conséquent, à la fois économiquement et, ce qui nous intéresse davantage, dans le nombre de formes qu'il a inventées et qui sont copiées. Donc Carpenter, je disais, anachronique et visionnaire. Pourquoi ? Anachronique parce que lui, sa référence phare, c'est le cinéma classique hollywoodien. L'apogée du cinéma classique hollywoodien, c'est les années 30-40, et c'est l'époque des grands studios, où il y a une répartition des tâches très stricte, des acteurs et des réalisateurs sous contrat, et des producteurs qui forgent la galaxie Hollywood, qui produit énormément de films, comme vous le savez. Et donc lui, c'est son modèle. Son cinéaste phare, c'est Howard Hawks, très très grand nom du cinéma classique qui a œuvré dans tous les genres, de la comédie loufoque telle que l'impossible Monsieur Bébé au western avec Rio Bravo, on en reparlera, ou La captive aux yeux clairs. Il a vraiment testé tous les genres, c'est un cinéaste polymorphe et brillant, qui est l'un des phares de John Carpenter qui, très jeune, tombe dans la marmite. Il va au cinéma dès l'âge de 5 ans. Il va regarder quantité de fiction, il va adorer les comics, donc les contes de la crypte. Tout ça, c'est pas encore une culture légitime, mais comme beaucoup de sa génération, il va se passionner pour à la fois les BD, la littérature et le cinéma d'horreur, de science-fiction, de monstres, etc., etc. Donc voilà, il est amoureux du cinéma classique, de la série B d'horreur et de science-fiction, des bandes dessinées, il aime les films de la Hammer, donc qui ont un peu révolutionné le cinéma fantastique dans les années 50. La Hammer, c'est un studio britannique qui va faire Le cauchemar de Dracula, il va reprendre la figure de Frankenstein. C'est dans tout cela que le jeune Carpenter baigne. Il aime également les films de Roger Corman. C'est sa galaxie fictionnelle, cinématographique. Et pour vous parler de cet amour du cinéma qui commence très jeune, l'anecdote qu'il raconte, que je vous ai mis en en-tête, c'est que dès 5 ans, quand il voit Le Météore de la nuit de Jack Arnold, c'est un film en 3D de l'époque, mais bref, il y a une météorite qui fonce sur l'écran et le petit Carpenter se serait reculé de terreur, ayant l'impression que ça allait l'écraser. Il est donc fasciné, subjugué, et il demande à son père « Qu'est-ce que ce rayon ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment fonctionne ce dispositif cinématographique ?» Donc, son père lui répond « C'est un rayon de lumière au-dessus de nos têtes. » Et ça y est, Carpenter, amoureux de la fiction cinématographique, va passer son temps au cinéma. Et Rio Bravo de Howard Hawks va être l'un des plus grands chocs qui le marquent extrêmement jeune. Alors, il veut devenir réalisateur dès ses 8 ans.
Il fait venir ses copains pour rejouer des scènes qu'il a vues dans les films qu'il aime bien, par exemple dans La Reine africaine, La météore de la nuit. Pareil, il dit que dès 8 ans, il comprend le concept du montage. C'est-à-dire qu'il filme ses amis, puis tout d'un coup, son père lui prête une petite caméra 8 mm. Donc il filme ses amis, et puis il se dit, mais en fait, si je coupe, et que ensuite je filme par exemple le contre-champ, donc ses amis effrayés, il va filmer ce qu'il voit. Il comprend que, comme ça, il a déjà une prescience du montage, et ce sera un as. Ces montages seront extrêmement secs, serrés, et mettront en lumière tous ces retours du refoulé qui sont susceptibles de jaillir d'une église au coin de la rue, d'une banlieue apparemment tranquille, etc. Et donc, je vous ai mis pas mal de citations de Carpenter, je trouve ça intéressant. Donc, le cinéma d'horreur traite des peurs primales de l'individu, et donc il dit finalement on a tous peur des mêmes choses, on est dans un cri, on est terrifié par la mort, on craint de perdre un être cher, d'être défiguré, de perdre son identité. L'horreur est un filon très riche. Et c'est ça qu'il va creuser de film en film, sachant qu'il aime Edgar Allan Poe et Howard Philip Lovecraft, très très grand auteur de littérature fantastique, et qu'il va plus ou moins, il n'y aura pas d'adaptation officielle, mais il injectera Lovecraft va infuser ses réflexions, va participer à la constitution des monstres ou de sa représentation du mal, et donc comme ça il y a un dialogue assez riche, une affinité élective entre Lovecraft et Carpenter, et il y a des réflexions intéressantes à ce sujet. Donc Carpenter, il est très intéressant, certes parce qu'il nous fait peur, donc il réactive des peurs de l'enfance, par exemple le croque-mitaine, le boogeyman d'Halloween, peur universelle, mais à laquelle il donne une incarnation concrète par le biais d'un masque, on y reviendra, mais son sujet phare, c'est la question du mal. Alors tous ces auteurs de cinéma d'horreur des années 70 questionnent le mal, mais chez quelqu'un comme Romero, ça sera davantage un mal social ou sociopolitique. Chez Carpenter, le mal est abstrait et a une dimension plus métaphysique. Quelques citations qui me permettent aussi de vous présenter Carpenter. Carpenter, il est né en 1948 à Carthage, dans l'État de New York, mais il va déménager en 1953 à Bowling Green. Et c'est le vieux sud des États-Unis où sévit encore la ségrégation raciale. Et il raconte avoir été traumatisé par le fait d'avoir vu des meurtres raciaux à l'époque. C'est également Bowling Green, donc là où il déménage à 5 ans, c'est également une région extrêmement conservatrice avec des fondamentalistes religieux, ce sont ses mots, et il se sent d'emblée oppressé. Et donc il explique deux choses, il dit qu'il s'en est sorti grâce à la fiction, grâce à son amour de la musique et du cinéma, et plus tard il va tenter de donner une forme concrète, cinématographique, à ce mal métaphysique impalpable. Donc il dit « J'ai découvert tout ce qu'il faut savoir sur le mal quand j'étais jeune, dans le sud des États-Unis, à Bowling Green, Kentucky, mais ce que j'ai appris là-bas est vraiment universel, le mal peut prendre différentes formes, mais il existe bel et bien. » Et du coup, Carpenter va donner 1001 formes cinématographiques à ce mal qui donc peut prendre différentes formes et est capable d'investir les âmes, pourrir les cœurs, mais aussi la société, jusqu'à potentiellement provoquer l'apocalypse. Je dis ça parce que Carpenter a fait une trilogie de l'apocalypse, 3 œuvres dont je vous parlerai un peu plus tard. Et donc, toujours ce goût pour les fictions de l'horreur, Carpenter nous dit que les gens considèrent les films d'horreur, les histoires de fantômes ou la science-fiction comme des genres un peu suspects, pas tout à fait légitimes. Ils pensent que je ne verse que dans la décapitation, mais il n'y a pas de violence dans Halloween, tout est implicite.
Chaque film d'horreur peut offrir cette purgation en plaçant le spectateur dans la position de la victime ou de l'agresseur. Je vous offre d'être les deux à la fois et de travailler sur cet endroit sombre à l'intérieur de vous-même, dans le cadre rassurant d'une salle de cinéma. Et vous en ressortez allégé. Ici, vous le voyez, il fait référence à la catharsis, développée par Aristote il y a fort longtemps, soit la purgation des passions. Et donc le plaisir, plus ou moins coupable, à l'époque en tout cas, pris au film d'horreur, vient du fait que le genre plonge dans les recoins enfouis de l'âme humaine tout ce que la sociabilisation est censée avoir éradiqué, et donc elle fait rejaillir des pulsions mal réprimées, traitant à la fois de l'essence de l'individu, de l'être humain, mais aussi plus globalement d'une violence sociale. Et donc, dans le confort d'une salle de cinéma, à distance, la distance entre le spectateur et l'écran permet au spectateur, du coup, de se mettre face au miroir déformant de ses peurs, de ses terreurs ou de ses pulsions enfouies. Et donc, catharsis, purgation des passions. Peut-être l'une des raisons de l'engouement qu'il y a pour le cinéma d'horreur. Donc cet aspect que j'ai déjà évoqué, si Carpenter est si passionnant, pour moi en tout cas, c'est parce qu'il passe l'Amérique au rayon X et qu'il est sacrément mal élevé. Je dis ça en rigolant, mais c'est un cinéaste rebelle, un indépendant forcené, ni Dieu ni maître. Il aura une histoire extrêmement compliquée avec les studios, parce que les grands studios, à la fois, il veut avoir plus d'argent pour ses créations, et en même temps, les grands studios corsettent sa liberté en mettant leur nez dans la création. Et donc, Carpenter, il y a des moments dans sa carrière où on a l'impression qu'il coupe les amarres, qu'il se trouve dans un bras de fer avec les studios, avec le milieu du cinéma, avec la société américaine. Il va dénoncer à la fois l'hypercapitalisme reaganien dans Invasion Los Angeles. Il va brocarder le politiquement correct des années Clinton dans Los Angeles 2013. Bref, à chaque fois, il prend son spectateur à rebrousse-poil et vient dénoncer les mensonges, voilà, les grandes phrases derrière lesquelles on se cache. Donc, deux choses. Ça, c'est un de ses amis qui parle de John Carpenter. Il dit « Les phares cinématographiques de John n'étaient ni des révolutionnaires ni des mécontents, mais des piliers de Hollywood. Ford, Hawks, Hitchcock, des produits du système des studios, des maîtres très disciplinés, des artisans no bullshit, des hommes sans prétention qui se moquaient bien qu'on leur colle l'étiquette d'artiste. John s'est façonné à leur image. » Et il dit également, ça il l'a dit sur Canal+, nulle part ailleurs, en 1998, il dit « Je dérange pas mal les Américains car je n'aime pas le politiquement correct. Je les amène au bord du gouffre, j'essaie de tout perturber. » Effectivement, Carpenter, c'est un artisan de l'image qui, au début de sa carrière, avec ses micro-budgets, va vraiment mettre les mains dans le cambouis, va s'entourer de toute une équipe d'habituels, que ce soit les acteurs ou son directeur de la photographie, Dean Cundy, sa collaboratrice Debra Hill. Et par exemple, pour Halloween, qui est donc fait avec 3 francs 6 sous, c'est eux-mêmes, les acteurs, l'équipe technique, qui vont repeindre la maison des Myers, entre le moment où elle est rutilante et puis quand elle est toute décrépite. Donc, c'est vraiment une ambiance de travail qui est vraiment dans l'artisanat, dans le système D, mais avec ça, il s'est permis, et c'est souvent le cas alors la série B par rapport à la série A, c'est un film qui n'a pas beaucoup de budget, et il y a des genres qui sont relégués en série B, le film noir pendant longtemps, alors qu'un film de catégorie A, ça sera par exemple un grand film historique avec plein de figurants. Mais donc la série B, en étant à petit budget, va créer des poches, des espaces pour des représentations subversives. Il y a une forme de grande liberté liée à la précarité. Et cette économie de moyens, ces petits budgets de début de carrière vont également déterminer sa griffe formelle, sa patte stylistique, le fait de faire des plans longs, parce que ça coûte moins cher, on fait moins de prises, donc les plans longs, la sobriété, l'économie de sa mise en scène participent de cette ambiance années 70-80 qui va de pair avec une très grande liberté de ton, liberté formelle.
plus le goût de Carpenter pour déranger les spectateurs en leur tendant ce miroir déformant des défauts de la nature humaine ou des tares de la société. Alors, je vais maintenant rentrer dans son œuvre, je vais vous montrer des extraits, mais bon, là, je ne vais pas passer tous les films en revue, ça je le fais dans le livre, mais quand même, c'est marrant, Dark Star, c'est son moyen métrage de fin d'études qu'il va parvenir à porter sur les écrans. Ça va être donc son premier film de cinéma, même s'il est totalement brinque-ballon. Donc il va dégoter des financements, les distributeurs du film seront véreux et auront des accointances avec la mafia. Il y a toute une histoire de ce Dark Star. Mais ce qui est intéressant, c'est que en 74, Dark Star, c'est de la science-fiction. Pour moins de, je ne sais plus s'il a 50 000 ou 100 000 $, 50 000 je pense. Et du coup, c'est vraiment fait avec 3 fois rien et ça incite Carpenter et tous les gens qui sont autour de lui, notamment Dan O'Bannon, à être très très inventifs. Mais en gros, Dark Star, c'est bien de son époque, c'est bien des années 70, parce que déjà, ça brocarde l'Amérique conquérante partant en guerre de l'espace, en conquête de l'espace. C'est une bande de jeunes apprentis cinéastes qui ont adoré 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, sauf qu'ils n'ont pas d'argent. Donc ils se disent, quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas prétendre à faire de la grande science-fiction, donc on va faire un anti-2001, l'Odyssée de l'espace, couplé à la satire qui infuse Docteur Folamour, qui critique donc la folie guerrière, le côté va-t-en-guerre. Et ce film, il a une histoire, il est très dans la contre-culture puisque nous avons l'histoire de 4 cosmonautes oubliés par leur hiérarchie qui dérivent dans l'espace, qui s'amusent à faire exploser des planètes instables. Évidemment, les ordinateurs se détraquent et menacent de tout engloutir et on a comme ça une réflexion mais une réflexion un peu absurde autour de la trame de science-fiction. Et je vous ai mis le photogramme de cet alien. En fait, Carpenter, il travaille en étroite collaboration avec Dan O'Bannon. Dan O'Bannon, ça sera le futur scénariste d'Alien qui sort en 1979. Et Carpenter et O'Bannon ont donc eu dès 1974 dans Dark Star l'idée de faire que le vaisseau spatial soit investi par une créature de l'espace. Et donc, exemple, ils n'ont pas d'argent, ils se disent, notre monstre, il aura la tête d'un ballon de plage un peu dégonflé, avec des pattes crochues, qui est un petit clin d'œil à l'étrange créature du lac noir de Jack Arnold, un film que Carpenter a adoré enfant. Bref, puisqu'on est dans une parodie, une satire avec Dark Star, le monstre, pas du tout effrayant, marche très bien avec la dénonciation par le non-sens de la conquête spatiale. Mais Dan O'Bannon, il s'en souviendra dans Alien, puisque l'histoire d'Alien de Ridley Scott, carton de 1979, c'est un vaisseau spatial envahi par un extraterrestre, et l'alien sera vraiment extrêmement monstrueux. Bref, tout ça, c'est une galaxie qui est en train de se mettre en place, et c'est vraiment avec Asso, son premier long métrage professionnel, que la signature stylistique de Carpenter prend déjà forme à l'écran, et Asso, premier vrai film, est d'emblée un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Pas d'emblée, pardon, c'est un chef-d'œuvre. Mais ce qui est caractéristique chez Carpenter, c'est que souvent, ces films, à l'exception d'Halloween ou de New York 97, ces films ne vont pas être des succès en salle. Il va falloir le développement de la vidéo pour que, par le biais d'une culture souterraine ou semi-souterraine, ces œuvres deviennent cultes. Donc ces œuvres ont souvent pris du galon avec un petit peu de différé. Et donc tout cela l'a beaucoup marqué. C'est le cas de The Thing, qui est son plus gros échec en 1982, alors qu'aujourd'hui, je suis presque sûre que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une borne incontournable de l'histoire du cinéma, à la fois une borne esthétique et une borne anthropologique. Mais sur le moment,
échec. Parce qu'il est toujours un peu en avance sur son temps, alors même qu'il adore le cinéma classique. Et donc, Asso, c'est le commissariat de l'horreur en 1976. Et je n'ai pas encore dit, mais je remets ma feuille précédente, que bien au-delà du maître de l'horreur, Carpenter s'est essayé à toutes sortes de genres cinématographiques. Il a fait un biopic d'Elvis Presley, il a fait une romance extraterrestre, il a fait un film de kung-fu complètement burlesque, etc., etc. J'y reviendrai. Mais tous ces genres qu'il investit, que ce soit le cinéma d'horreur ou d'autres genres, tout est placé sous le patronage du western. Et c'est son genre de prédilection, puisqu'il adore Howard Hawks, il adore Rio Bravo. Et donc, Asso est un hommage à Rio Bravo de Howard Hawks. Il reprend la même trame. Dans Rio Bravo, c'était une prison dans une petite ville de l'Ouest américain dans lequel était enfermé un dangereux hors-la-loi, et le shérif local John Wayne n'avait, pour défendre sa prison qui allait être assaillie par les amis du hors-la-loi, n'avait qu'une bande de bras cassés. Son vieil adjoint, à demi estropié, Dude, un ami, mais qui avait un problème d'alcoolisme, etc., etc. Donc cette trame, c'est une trame de siège, c'est un huis clos assiégé par une bande sanguinaire. Il va totalement reprendre cette trame dans Asso, c'est un hommage affiché. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'argent et que du coup, il sait très très bien qu'il ne pourra pas faire un western, il ne pourra pas camper la mythologie de l'Ouest. Du coup, idée assez brillante, il délocalise la trame de siège qui vient de Rio Bravo dans le Los Angeles des ghettos. Et donc, il nous fait un néo-western urbain, très dans l'air du temps, parce que dans les années 70, les villes américaines sont gangrénées par une violence excroissante. Et donc voilà, on a cette relecture de Rio Bravo dans les ghettos de Los Angeles, mais également hybridée avec La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Parce que les gangsters, alors que se passe-t-il dans Asso? Pardon, j'aurais pu résumer l'intrigue avant. Donc on a, dans les ghettos de Los Angeles, un commissariat qui est sur le point de déménager, donc il est à demi abandonné, va recueillir un transport de prisonniers, dont un condamné à mort, Napoléon Wilson, censément très dangereux. Et ce commissariat, alors qu'il est presque pas gardé, va être attaqué par une horde de gangsters. Et pourquoi la référence à La Nuit des Morts Vivants de George Romero? Parce que les gangsters, au fur et à mesure de l'intrigue, vont... le film va muter du western urbain au fantastique, au film d'horreur, puisque les assaillants vont jaillir de nulle part, apparaître et disparaître, la temporalité va être flottante, un peu fantomatique, les cadavres vont disparaître. Il y aura comme ça une hybridation de genre qui est passionnante dans les années 70 et qui fait la marque du cinéma de cette époque. Mais tout de suite, un petit extrait d'Asso. Asso, qui est donc le prototype du style de Carpenter, l'économie de moyens, la rugosité de la mise en scène, le huis clos, l'élan travelling et la musique électronique sur laquelle je vais revenir, une fois qu'on en aura entendu quelques notes.
Donc, on voit bien la manière de camper au niveau des lieux. On est dans le ghetto, qui est marqué par l'évidement, le côté totalement déliquescent. Ce sont des zones en marge. Et les 4 gangsters qui font partie d'un gang interracial sont en route pour une vengeance implacable qui n'a pas vraiment de raison d'être. Alors, le producteur a demandé à Carpenter de rajouter un prologue pour expliquer pourquoi tout d'un coup cette horde de gangsters allait attaquer le commissariat. Et donc il a cédé, il a fait une première séquence assez rythmée qui montre que les gangsters se sont fait prendre dans une souricière et se sont fait dégommer par les forces de l'ordre. Et que du coup, leur vengeance implacable est lancée. Et on aura comme ça une mise en place de la fiction qui prend son temps. Les films de Carpenter, ils sont souvent très courts, très secs. 90 minutes la plupart du temps. Et donc pendant 30 minutes, c'est l'extrait est tiré de là, il va poser la trame de son intrigue avec une très lente montée en tension. Et en fait, tout va converger progressivement. Des divers personnages, diverses trames narratives vont converger vers le commissariat. Il y a une unité. Passé la mise en place où l'on voit par des travelling ces larges avenues évidées, abandonnées de Los Angeles, ensuite tout va converger vers le commissariat assiégé. Commissariat assiégé qui sera défendu corps et âme à la fois par le policier que vous avez aperçu, qui est un Afro-Américain. C'est intéressant que Carpenter en 1976 donne le premier rôle parce qu'on est en pleine contre-culture, la lutte pour les droits des minorités. Donc un premier rôle où ici, là, le personnage, voilà, ici, lui, et il va être aidé d'un condamné à mort dont le nom est inoubliable, Napoléon Wilson. Carpenter l'a trouvé dans l'annuaire. Et donc ça, Napoléon Wilson, malgré le fait qu'il soit condamné à mort, est un homme d'honneur qui va se battre aux côtés du policier pour défendre le commissariat assiégé par la horde de gangsters. Et Napoléon Wilson, c'est le premier des anti-héros typiques de Carpenter, un homme désillusionné, revenu de tout, qui ne croit plus en la nature humaine, sauf quand il rencontre des hommes d'honneur comme lui, et là, il est capable de lutter pour une cause. Et donc, vous voyez, alors il y a aussi des très beaux portraits de femmes chez Carpenter. Hein, là, vous voyez entre les deux la secrétaire Lee, qui est nommée ainsi pour faire une référence à Lee Brackett, la scénariste de Rio Bravo. Donc, on a plein de références au western classique, ça serait fastidieux si je les citais, mais c'est intéressant de le rappeler. Et une fois que la horde des gangsters, tels des zombies, se mettent à assiéger de nuit le commissariat, la violence va aller crescendo. Et donc c'est un film qui a beaucoup marqué les esprits. Vous avez entendu la BO, la bande son. Carpenter est resté dans les mémoires, resté dans les annales pour la révolution qu'il opère sur voilà, pour ce film d'horreur, ce western néo-urbain, pour Halloween également. C'est les quelques petites notes entêtantes au synthé qui sont arythmiques, qui sont construites sur un rythme 5/4. En tout cas pour Halloween, pas pour Asso. Mais cette petite ritournelle, cette petite musique, ces notes sèches et obsédantes, ça dit le mal avec un grand M qui avance implacablement. Et ça a fait totalement la renommée de son cinéma. Et pour Halloween, ça a renouvelé entièrement
le petit aiguillon glaçant qui va avec le genre horrifique. Et donc, Asso a également beaucoup... Donc, j'ai évité de vous... Je n'ai pas choisi de vous montrer cet extrait-là, mais il faut avoir en tête que Carpenter choque les spectateurs, d'emblée pose sa vision subversive de l'art cinématographique, puisque les gangsters vont assassiner plein cadre cette petite fille avec une ironie tragique glaçante, c'est que le marchand de glace s'est trompé de parfum, elle va rebrousser chemin et les gangsters que vous avez vus précédemment vont, en même temps que le sang recouvre sa poitrine, il y a la glace qui jaillit en même temps. Et commentaire de Carpenter, on a tué la petite héroïne de Disney. Parce que cette jeune actrice travaillait pour Disney. Pourquoi j'ai mis cette citation? C'est qu'on voit bien d'emblée la façon qu'a Carpenter de violenter son audience, de le forcer à regarder une violence qu'habituellement il ne veut pas voir. Donc il va mettre le nez dans les quartiers déshérités dont personne se préoccupe, et en même temps il accomplit le sacrilège de tuer à l'écran une enfant. Hitchcock l'avait aussi fait dans, je ne sais plus le titre de film, un enfant portait une bombe, et Hitchcock avait dit qu'il regrettait parce que c'est une manière de prendre en otage l'audience. Carpenter, lui, dit que maintenant qu'il a des enfants, une fois qu'il a eu des enfants, il n'aurait pas retué sa petite héroïne Disney. Et ça, c'est donc une séquence qui a extrêmement marqué les spectateurs, tellement que les distributeurs lui ont intimé de retirer la scène pour la projection en salle, et le producteur l'a remis, a dit oui, puis l'a immédiatement remis. Mais ça dit bien qui est Carpenter, de quelle trempe il est, et ça m'amène du coup à son œuvre la plus connue, sur Halloween, donc en 1978. Alors Halloween 78, c'est le film le plus rentable de l'histoire du cinéma jusqu'au projet Blair Witch, qui est un autre film d'horreur en found footage, sorti en 1999. Mais de 78 à 99, Halloween est le film qui a coûté le moins cher, 300 000 $, et qui a rapporté le plus, qui a donné lieu à quantité de suites. Alors, pourquoi cet invraisemblable succès? Halloween, c'est un slasher. Donc, slasher renvoyant à des corps, souvent féminins, découpés au couteau. Et on a pu dire, Carpenter considère que le premier slasher de l'histoire, c'est Psychose, d'Alfred Hitchcock. Vous vous souvenez forcément de la célèbre séquence des coups de couteau répétés sous la douche, où Marion Crane, jouée par Janet Leigh qui apparaîtra dans Fog de Carpenter. Donc il y a vraiment une galaxie comme ça. Hitchcock sera beaucoup cité dans l'œuvre de Carpenter, par-ci, par-là. Mais donc, le premier slasher, ça pourrait être Psycho, c'est aussi considéré comme le premier film d'horreur moderne. Donc, Carpenter, qui connaît par cœur ses classiques, s'inscrit dans cette lignée, dans cette généalogie. Il y a eu également, 3 ans avant Halloween, Black Christmas, qui est un slasher qui se passe à Noël. Et du coup, il y a 2 producteurs qui se disent, la méthode Carpenter, petit budget, ça marche. Il y a des spectateurs pour ce type de cinéma de série B qui exploite les peurs ancestrales. Et donc, les producteurs viennent le chercher en lui proposant un titre, Babysitter Murder, donc le tueur de babysitter. Alors, au départ, Carpenter n'aurait pas été très chaud, il trouve la trame très éculée, un monstre humain trop humain qui pourchasse des jeunes filles. Et puis, finalement, il se prête au jeu et il va offrir le boogeyman le plus glaçant de tous les temps. Donc, il nous dit, la nuit d'Halloween n'avait jamais été prise pour thème. Ma première idée, c'était de réaliser un vieux film de maison hantée, un train fantôme de parc d'attractions, capable d'embarquer le spectateur dans des virages et des zigzags avec des choses qui lui sautent à la figure. Mais là, pourquoi Carpenter est resté dans l'histoire du cinéma comme une figure incontournable? Pourquoi Halloween est une borne du cinéma d'horreur? Il renouvelle le slasher, il le rend moderne. Il va réutiliser son art de la mise en scène avec toujours ce huis clos, le fait de faire investir la banlieue par un mal
innommable, indescriptible, très difficile à saisir. Tout ça va marquer les esprits, mais c'est surtout que les effets de terreur sourde qui ne passent pas par le sang ou le gore sont la marque de fabrique de Halloween, qui va jouer sur la hantise du hors-champ. Le boogeyman, il se cache, il est hors-champ, il est dans l'ombre, et ces apparitions et disparitions vont être d'ordre subliminal, jusqu'à ce qu'il resserre sa toile d'araignée sur sa proie sur ses proies, et qu'il apparaisse de plus en plus à l'écran. Autre raison, donc là je vais vous remontrer, pour ceux qui n'auraient pas vu, je vais vous remontrer la séquence d'ouverture, parce que cette séquence d'ouverture, d'emblée, nous montre toute l'originalité de Carpenter. Are you sure? We are alone, aren't we? Michael's around someplace. That's it. Let's go upstairs. Okay. Look, Judy, it's really late. I gotta go. Will you call me tomorrow? Yeah, sure. Promise? Yeah.
Michael? Donc, formidable inventivité de Carpenter qui renouvelle le slasher avec cette séquence d'ouverture. Plusieurs choses. Déjà, c'est un plan séquence, c'est-à-dire c'est un plan sans coupe où l'on va suivre l'avancée implacable de ce tueur masqué. Alors en réalité, il y a des coupes cachées, mais peu importe. Donc un plan séquence, ce qui va resserrer la tension autour de cette maison, la nuit, évidemment, là où jaillissent les boogeyman, et un plan séquence en vue subjective. Carpenter met le spectateur à la place du tueur. Nous voyons ce que voit le tueur, qui d'abord rôde, puis monte les marches, va rajouter, alors d'abord la vue subjective, on voit à travers ses yeux, mais il va en plus ajouter ce masque de clown qui va encore rétrécir au niveau des œillères la vision de ce tueur inconnu masqué, poursuivant sa trajectoire implacable jusqu'à la chambre de la jeune femme nue qui vient de faire l'amour avec son petit ami, et jusqu'à ce qu'il la poignarde. L'autre effet angoissant tient à l'utilisation d'un Panaglide. Panaglide, c'est comme la Steadicam, et c'est un système de caméra attaché qui est tenu par l'opérateur. Il y a un système de poulies et de harnais qui fait que c'est stable. On n'a pas une caméra portée très sautante, mais une caméra qui suit l'avancée du tueur masqué de manière à la fois souple et flottante. Et ça va contribuer à créer cet effet d'inquiétante étrangeté et de tragique sur le point d'arrivée. Enfin, la musique, c'est donc ces 5 petites notes au synthé répétitives qui ne sont pas fondées sur la symétrie mais sur la dissymétrie. Ça fait donc un aiguillon sonore qui accroît la tension nerveuse, toujours au rythme de cette marche implacable du tueur. Quand le plan séquence se termine et qu'il y a une coupe avec l'arrivée des parents, évidemment, l'ébahissement, le choc naît du fait que, une fois que l'on retire le masque de clown, c'est un tueur, un gamin tueur de 6 ans, 5 ans, 6 ans qui vient d'assassiner sa sœur. Et puis, on quitte le point de vue subjectif pour avoir, donc la caméra s'éloigne et redonne un point de vue surplombant sur la scène, sur une scène d'horreur, cette maison où a eu lieu ce fratricide. Et puis vous avez une ellipse et on retrouve Haddonfield, cette petite bourgade de banlieue, cette petite ville de banlieue, on la retrouve 20 ans plus tard. Évidemment, ce jeune garçon enfermé à l'asile, Michael Myers, va s'échapper et va revenir hanter la petite ville de Haddonfield. Et donc, c'est le mal dans la banlieue. Alors, je vous ai mis ce plan sur... Là encore, on retrouve une impression un peu mortifère, ces larges avenues. Alors, toujours le format large que Carpenter adore. La chute des feuilles mortes, et ça va être le retour du refoulé, le retour de Michael Myers qui va s'en prendre à Laurie Strode. Laurie Strode qui est jouée par Jamie Lee Curtis, qui est la fille de Tony Curtis et de Janet Leigh. Janet Leigh, elle a joué Marion Crane dans Psychose. Et il y aura plein de références à Hitchcock, parce que oui, j'ai pas assez insisté sur la séquence précédente. On a aussi bien sûr le voyeurisme, le point de vue subjectif mis à la place du tueur, la jeune adolescente qui lutine, etc. Il y a évidemment, on reprend la thématique du voyeurisme que Hitchcock a développé dans Fenêtre sur cour, entre autres, et voilà. Alors, apparition et disparition subliminale de Michael Myers. On va avoir encore, c'est l'entraveling sur les rues d'Haddonfield, et puis donc il va apparaître, disparaître derrière un bosquet au milieu des draps. Le personnage, le mâle, hante la banlieue, jusqu'à mener au huis clos et au combat avec Laurie Strode qui est la final girl, la fille qui reste à la fin et qui parvient à vaincre le monstre, en tout cas à lui survivre. Donc là, vous le voyez caché dans l'ombre. C'est pour ça qu'il y a cette tension nerveuse, le jeu sur le hors-champ. Michael Myers, il est toujours susceptible de jaillir ou de redisparaître.
Mais la construction dramaturgique d'Halloween va finir dans le plus petit huis clos possible, à savoir que à la fin, Laurie Strode se réfugie dans le placard et que le monstre arrive. Alors, faut absolument parler du masque, parce que la dimension abstraite du mal que représente Michael Myers, il est beaucoup dû à le côté iconique du masque livide, du masque blanc. Carpenter l'a trouvé dans un magasin à $1 sur Hollywood Boulevard. En fait, il représente William Shatner de Star Trek. Mais bon, il était tellement pas reconnaissable, ils l'ont peint en blanc, ils ont fait des ouvertures pour les yeux. Mais ce masque va rajouter à l'abstraction du tueur qui a l'air invincible. Laurie a beau le poignarder encore et encore, il se relève toujours. Et à la fin, j'ai pas parlé du psychiatre Samuel Loomis, mais il tente de se débarrasser du boogeyman en lui tirant une balle dans le cœur. Michael Myers chute dans l'herbe, mais ensuite il a disparu. Et il réapparaîtra dans les opus suivants. Bref, voilà ce que nous dit Carpenter. Le type avec le masque n'est pas tout à fait humain, il n'a aucune caractéristique, il est presque comme une machine, c'est le diable sorti de nulle part, un mal à l'état pur qui n'a pas d'antécédents, ce qui me terrifie complètement, l'enfer qui pourrait arriver sur le pas de ma porte, sans but, sans passé, sans origine. Et petite anecdote, cette idée de l'enfant, le gamin de 6 ans tueur, a germé dans l'esprit de Carpenter alors qu'il faisait une visite quand il était étudiant à l'université. Il a fait une visite dans un hôpital psychiatrique et il a vu un enfant qui avait le regard vide et qui le regardait avec un désir mortifère face à l'espèce humaine. Il dit que ça l'a tellement choqué cette vision qu'ensuite ça lui est resté dans le crâne et qu'il y a repensé au moment d'Halloween. Donc, comme j'ai déjà presque passé mon temps, je vais conclure tout en vous rappelant juste quelques petites anecdotes. Carpenter, il a aussi fait 2 dystopies futuristes sur l'Amérique fascisée, l'Amérique théocratique. Donc, New York 97, c'est l'idée que Manhattan est devenue une prison à ciel ouvert où on enferme les plus dangereux criminels et l'avion du président va s'échouer sur cette île maudite. Et Snake Plissken, qui est une icône de la pop culture et qui est le plus nihiliste des anti-héros carpenteriens, aura 24 heures pour ramener le président. Il ne le fait pas par grandeur d'âme, c'est un anti-héros, donc il est nihiliste, désillusionné. Il le fait parce que les forces de l'ordre lui ont implanté 2 doses de poison dans le cou qui explosera en 24 heures s'il n'a pas ramené le président. Bref, avec le deuxième film, parce que c'est un diptyque, donc Los Angeles 2013, qui est encore plus satirique, c'est vraiment une désacralisation de la figure du président américain, un brassage de tous les symboles hollywoodiens américains. Dans Los Angeles 2013, évidemment, on va passer par les studios Universal, on va aller dans Hollywood Avenue, etc. Et c'est vraiment Carpenter qui va très très loin dans sa dénonciation politique de tous les camps. C'est-à-dire à la fois la théocratie américaine, le président est brocardé, mais aussi les résistants qui ressemblent, l'opposant du président ressemble à un Che Guevara du pauvre. Bref, toutes les idéologies sont renvoyées dos à dos. Et à la toute fin, c'est le plan final, Snake Plissken choisir de couper toutes les communications de la Terre parce que mieux vaut la tabula rasa qu'une civilisation qui a été aussi loin dans le fait de verrouiller toutes les valeurs. Alors, j'aurai pas le temps d'en parler, j'en suis triste, mais c'est ma faute, j'ai été trop longue. Parmi ces œuvres phares, il y a 3 œuvres que l'on regroupe sous l'intitulé Trilogie de l'Apocalypse. Donc, dans The Thing, où au contraire de la suggestion qui était la marque de fabrique de Halloween, dans The Thing, il choisit de montrer l'un des monstres les plus abominables, le pire extraterrestre, encore pire qu'Alien, il décide de le montrer plein cadre. Et The Thing, qui a été réalisé avec le concours du studio Universal, a fortement déplu à la fois aux exécutifs du studio, mais aussi aux spectateurs. Logique, 2 semaines avant était sorti E.T., soit une petite féerie banlieusarde, alors que Carpenter choisit de montrer
l'annihilation de l'humanité par une créature extraterrestre capable de voler les traits, l'identité de ces scientifiques qui sont enfermés dans les neiges de l'Antarctique. C'est une bande d'hommes virils au fin fond des neiges antarctiques, et du coup tout connote la stérilité et la déroute. Alors, vu que je vais m'arrêter, juste, voilà, donc le sujet phare qui est philosophique, c'est la hantise de l'abolition du sujet, parce que l'extraterrestre a vraiment la possibilité de voler les traits de chaque individu. On se demandera d'ailleurs si le héros Macready est ou non contaminé par l'extraterrestre. Alors tout ça doit beaucoup à Lovecraft. Bon, on n'a pas le temps. Voilà les deux autres volets de la trilogie de l'Apocalypse, et je m'arrêterai là. Prince des Ténèbres, après un énième conflit avec les grands studios, Carpenter revient dans le giron du cinéma indépendant et il est très énervé et il fait des films enragés. Et Prince des Ténèbres, c'est l'idée, donc il revient à des très petits budgets, c'est l'idée que le mal est contenu dans cette cuve, dans ce liquide vert qui s'échappe, qui bouillonne. En fait, ce liquide vert, c'est l'antéchrist, fils de l'antidieu, qui tente de faire revenir le prince des ténèbres sur Terre, le tout étant mêlé à une réflexion sur la physique quantique, sur la matière et l'antimatière. Alors, penser que l'antéchrist tient dans un liquide vert, on pourrait dire que c'est presque une idée comique, mais en fait, il arrive à provoquer des effets de terreur assez forts. Et ce mélange entre science et théologie est tout à fait passionnant. On retrouve l'une des innombrables hordes de John Carpenter. Il y a énormément de groupes qui perdent la raison chez Carpenter. Et ça, c'est parce que le cinéaste dit qu'il se méfie de l'esprit de foule. Donc, c'est vraiment un leitmotiv de sa filmographie. Et L'Antre de la folie, c'est le troisième volet de l'Apocalypse. Et ça, c'est un film métaréflexif avec une mise en abîme. Et là encore, en fait, c'est l'idée, on prend au pied de la lettre, Carpenter prend au pied de la lettre l'idée que lire des romans d'horreur ou regarder des films d'horreur pourrait rendre fou et détruire la planète. Ma conclusion, c'est dans Prince des Ténèbres, on a ce personnage qui touche le miroir. Alors de l'autre côté, il y aurait le monde de l'antidieu. Et évidemment, avec cette main qui se rapproche, indirectement, c'est l'écran de cinéma qui est désigné et c'est le spectateur qui se regarde, qui est face à ce miroir déformé. Et donc Carpenter se compare à ce personnage de Lovecraft dans « Je suis d'ailleurs ». Celui qui habite en dessous et ne comprend pas pourquoi il est tout seul. Il monte à l'étage, arrive dans une sorte d'immense palais où il découvre une créature immonde, il hurle et s'aperçoit en tendant la main qu'il est face à un miroir et qu'il contemple sa propre image. Carpenter disant qu'il s'identifie à ce personnage de fiction. Et il est fort à parier qu'il cherche aussi à ce que le spectateur regarde de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire aussi en lui-même. Et voilà, je vous remercie. Et donc, je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. Est-ce que quelqu'un a une question ? Comme je voulais vous passer un extrait et que j'ai pas pu le citer, Invasion Los Angeles, pour ceux qui voient ce qu'est ce film, voilà. Donc avec des lunettes, le personnage découvre que derrière les publicités se cachent en réalité des mots d'ordre comme obéissez, consommez, et que tous les nantis de Los Angeles, si on met les fameuses lunettes qui apprennent à voir, eh ben, ce sont des affreux extraterrestres qui ont colonisé la Terre. Et c'est donc une dénonciation au vitriol du capitalisme sauvage. Voilà, je me tais. Exactement. Non, c'est pas Kurt Russell. C'est Piper. Son prénom m'échappe. Et en fait, c'est un vrai catcheur. Roddy Piper. Merci. Oui, Roddy Piper. Mais avant, oui, il a tourné 5 fois avec Kurt Russell. C'était son acteur fétiche. Alors, vous nous avez parlé des réalisateurs qui l'ont influencé. À ma connaissance, il n'a pas
réalisé lui-même de films depuis un moment. Je crois Ah. qu'il est plutôt producteur de musique de film maintenant. Est-ce que dans le champ du cinéma actuel, qui sont un petit peu ses descendants, qui il a lui-même influencé? Oui, alors très bonne question, je vous remercie. Il a tellement marqué toute une génération de cinéphiles devenus après coup réalisateurs que ses influences se laissent encore déceler dans le cinéma contemporain. Peut-être vous avez vu Need Gap de Florian Emilio Siri, qui est une relecture de Asso et qui se passe d'ailleurs à Strasbourg. Après, il y a le cinéaste chanteur de métal, Rob Zombie. On a pu considérer que c'était un potentiel successeur. Il a fait 2 Halloween. Il a donné 2 fois ses versions de Halloween. Il y a Jérémy Saulnier, à qui on a comparé, ou également Jordan Peele. Il y a plein de noms, ou Craig Zahler. Il y a plein de noms qui sont cités comme de potentiels descendants de Carpenter. Après, des fois, c'est un peu des étiquettes aussi de la critique que de faire ces généalogies. Beaucoup lui rendent hommage. Vous savez également que ces films ont donné lieu à des remakes, mais dans le giron des studios et en abrasant son côté poil à gratter. Donc il y a eu un remake de The Thing, mais qui ne vaut pas du tout l'original. Il y a eu un remake de Fog, il y a eu un remake d'Asso, mais beaucoup plus lissé par les studios. Voilà. Le film qui a été inspiré de Need Gap. Asso, c'est Need Gap? C'est formidable, ça. D'accord, merci. Est-ce que tu connais son point de vue à lui sur la question, à savoir par rapport à son esthétique, à son amour inconditionnel du cinéma classique? Est-ce qu'on sait qu'il, lui, considère qu'il a un ou des successeurs? Non, lui, ça ne veut pas dire que j'ai lu le maximum. Il ne parle pas de ses successeurs et surtout, il ne veut plus parler ou donner d'entretien depuis extrêmement longtemps. C'est-à-dire que Madame avait totalement raison. À partir de la cinquantaine, donc juste son dernier film, alors il fait Ghost of Mars en 2001, je crois. Attendez. Donc Ghost of Mars, et ensuite il y aura The War dans 2010. Et depuis, bon, il a dirigé à distance, en distanciel, une série qui n'est pas sortie en France, qui s'appelle John Carpenter se présente, et ça s'appelle Suburban Screams. Mais en fait, depuis la cinquantaine, il a quand même fait 18 films, 18 longs métrages plus des téléfilms. Il dit qu'il est fatigué et qu'il préfère passer, donc il veut plus trop répondre aux entretiens. Ce Thing a laissé quand même une blessure indélébile dans sa carrière. Et il préfère regarder le basket, le catch, jouer aux jeux vidéo, manger des glaces et faire de la musique. Et donc il a quand même ce fort caractère. Donc il ne commande pas, à ma connaissance, du tout sur les successeurs ni sur l'état du cinéma contemporain. Parce que quand même, les enfants, c'est réclusion. Les enfants ? J'ai pas entendu. Ah oui, là, très bien, bravo. Donc, dans le village des damnés, c'est l'idée de chères têtes blondes qui agissent comme une horde uniforme, sans identité, totalement déshumanisée, et qui vont tuer les adultes, pousser la mère adoptive au suicide, l'ébouillanter. Et ce sont des extraterrestres venus pour coloniser la Terre. Vous avez tout à fait raison. Parce qu'il y a, à ma connaissance, il y a eu une première version du village des damnés Tout à fait. qui date des années 40 ou 50, je ne sais plus. 1960, 60, de Wolf Frila. Voilà. Et c'est aussi un roman, tout à fait. Qui est tiré d'une nouvelle, ouais. Exactement. Et je voulais savoir si chez lui, cette espèce de motif, on va dire, parce qu'on ne peut pas parler d'enfance, c'est quelque chose qui s'hérite, qui va plus loin, ou si ça s'arrête simplement à une esthétique. Non, alors c'est très intéressant comme question. Il y a aussi des enfants maléfiques dans l'antre de la folie. Je ne pense pas qu'ils se sentent particulièrement sur les enfants, parce que j'ai évoqué ça très brièvement. Il y a quantité de hordes sauvages dégénérées chez lui. Il y a donc les gangsters de Asso, il y a les lecteurs fous de l'antre de la folie, il y a les mineurs de Ghost of Mars, il y a les sans-abri de Prince des Ténèbres. Et
ces enfants-là qui sont extraterrestres et dépourvus d'émotions. Donc ce n'est pas particulièrement l'enfance, c'est plutôt ces effets de foule et la question de la déshumanisation, de la perte de libre arbitre qui peut saisir des groupes et les faire agir comme une seule masse destructrice. C'est plutôt la nature humaine dans son versant le plus sombre que l'enfance en particulier. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Non? Bon, bah, je pense qu'on peut remercier Nathalie Bittinger pour sa présentation. Je peux... Ça n'a rien... Donc, je vous remercie beaucoup. C'était très plaisant d'être avec vous. Je me permets de vous indiquer mon nouveau livre qui vient de sortir au cas où ça vous intéresse. C'est sur David Lynch. Et donc, gardez l'œil sur le donut, pas sur le trou. C'est une phrase qu'il répétait sans cesse et c'est ça qui a été mis par sa famille sur Facebook pour lui rendre hommage lors de son décès. Et ça veut dire en gros, voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc au cas où ça vous intéresse, je me permets de vous l'indiquer. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi. Alors, jeudi au Planétarium, il y a la rencontre de novembre Épique Époque. À 18h30, la violence contribue-t-elle à l'organisation sociale? Donc on aura des choses à se raconter. Et sinon, bah, à lundi prochain.